Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence, ou plutôt un prolongement de la conférence des Cigognes de l'Espoir du dimanche 8 avril, laquelle nous n'avons pas pu enregistrer correctement ce jour-là. Je suis très heureuse de vous recevoir à cette nouvelle réunion, disons, pour parler du don d'ovocytes et pour parler plus précisément d'une question qui vous taraude tous. Eh bien, est-ce que je serai la mère de mon enfant? Est-ce que si je conçois cet enfant par don d'ovocytes, je serai réellement sa mère? Est-ce qu'il sera le mien? Dans un premier temps, nous allons aborder la légitimité de la question elle-même, de l'interrogation elle-même. Pourquoi je me pose la question? Pourquoi ça n'arrête pas dans ma tête? Est-ce que je suis normale de me la poser en permanence? La plupart des personnes qui poussent la porte de mon cabinet se la posent en permanence. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons parler de la psychologie de la grossesse, excusez-moi, de ce fameux désir d'enfant, de ce fameux projet d'enfant. Et puis à la fin, nous parlerons de l'épigénétique. Suis-je normale de me dire tout le temps, cet enfant ne sera pas vraiment à moi, ou il sera en partie à moi, ou il sera un petit peu à son père, un petit peu à la donneuse, et puis en petite partie peut-être à moi, bon d'accord, parce que je l'ai porté. Est-ce naturel de me demander ça? Peut-être que si je me pose la question, je ne suis pas tout à fait en accord avec moi-même en prenant la décision de concevoir mon bébé avec le don de quelqu'un d'autre, d'une troisième personne, etc., etc. Mesdames, Messieurs, nous, vivons dans un monde de la science. Nous vivons dans le monde dans lequel l'ovocyte, dans lequel la cellule, cette petite cellule qui comporte l'ADN, est la plus importante des choses dans la reproduction. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous parlons de la reproduction, justement, de la transmission, de la paternité, de la parentalité, d'être mère ou père, nous ne parlons que de ce gamète, nous ne parlons que de la génétique. Et dans ce monde de la génétique, il est très difficile de parler d'amour, d'attachement, de l'attachement, d'autre chose, tout simplement. Regardons un peu ce qui se passe lorsque deux personnes conçoivent leur enfant de manière naturelle. Elles font l'amour. Elles ne sont pas conscientes qu'à l'intérieur de leurs deux corps, il est en train de se passer une véritable révolution, une fabrication, une production d'un nouvel être humain. Cela veut dire que ce processus a lieu, il s'opère de manière complètement intuitive, inconsciente, et d'autre part, qui n'ont aucune notion du temps et aucune notion de ce qui se passe techniquement parlant à l'intérieur de leur corps. Et puis d'un autre côté, si nous prenons la conception via l'assistance médicale, et qui plus est la conception par don d'ovocytes, nous avons une future mère, un futur père, qui avant même que cette conception se réalise, ont réalisé eux-mêmes dans leur cerveau, avec leur intellect,
avec leur raison cette conception. Et chaque étape technique leur est totalement connue. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez quelque chose de totalement inconscient qui relève du désir d'enfant, rien d'autre. Et de l'autre côté, vous avez quelque chose de totalement raisonné, raisonnable, puisque même souvent préparé à l'avance, la plupart, enfin toujours en fait, préparé à l'avance, et quelque chose qui se rattache, qui a trait uniquement à l'intellect. D'un côté, vous avez comme un mouvement, le mouvement de la conception et puis de la sortie du bébé, du ventre maternel. Et d'un autre côté, vous avez deux mouvements. Vous avez l'entrée d'un embryon dans l'utérus maternel, vous avez la grossesse et puis la sortie de l'embryon. Et il me semble que cette spatialité, cette question de spatialité est très très importante dans la question que vous vous posez. Serais-je la mère de cet enfant? Sera-t-il le mien? Pourquoi? Parce que en concevant votre enfant, pardon, de vos sites, vous êtes dans une transgression. Vous êtes tout simplement dans une transgression de la nature et vous n'avez pas été préparé à cela. Vous n'avez pas été préparé au fait de fabriquer, de devoir fabriquer votre enfant avec seul l'intellect, va-t-on dire, en tout cas avec plus d'intellect, une véritable préparation du projet, comme si vous achetiez un appartement ou cherchiez un travail. Et puis, d'un autre côté, vous n'avez pas été préparé au fait que quelqu'un de troisième participe à cette conception. Quelqu'un de troisième, c'est-à-dire un troisième visage. Un troisième être humain avec lui aussi son histoire. Et là précisément une troisième personne, une femme, avec elle aussi son histoire. Alors, la question est totalement légitime. Et on peut se poser une autre question. Est-ce que la grossesse induite de cette façon est une grossesse comme les autres? Est-ce que cette grossesse ressemble à toute grossesse que vous croisez dans la rue? Dans les années 60, quelques spécialistes professionnels de santé, psychologues, psychiatres, psychanalystes se sont penchés sur la question de la grossesse. S'ils ne sont pas tous d'accord, il en ressort que il y a 3 étapes principales dans la grossesse. Et la première de ces étapes, c'est le premier trimestre, durant lequel la maman doit faire un travail d'adaptation. C'est une adaptation à la présence de l'embryon dans son utérus, dans son corps. C'est en fait un travail, un véritable travail d'acceptation de cet embryon comme étant une partie intégrante de soi. Évidemment, ce travail d'adaptation, d'acceptation n'est absolument pas conscientisé. Dans la deuxième partie de la grossesse, la maman se préparerait à ce que ce bébé, ce fœtus, devienne un être humain à part entière, c'est-à-dire qu'elle est en train de s'habituer et d'accepter un processus d'individuation de ce fœtus, puisqu'il bouge, puisque ses membres sont de plus en plus grands et puisqu'il participe au changement du corps, au changement, à la transformation du corps maternel, ce qui l'aide à prendre conscience de tout cela.
Et puis la troisième partie serait la partie qui approche l'accouchement et durant laquelle la maman se prépare à la sortie de cet individu de son ventre et à une autre fusion, à une autre forme de symbiose avec ce bébé, comme avec quelqu'un, avec un être qui serait autonome comme elle. Voyez-vous, dans la première partie de la grossesse, a priori, tout se fait de manière inconsciente. La plupart des femmes apprennent qu'elles sont enceintes lorsque quelques semaines sont déjà passées, souvent lorsque elles ne repèrent pas leurs premières règles, et parfois même dans le deuxième ou troisième mois de grossesse. Lors du don d'ovocytes, vous êtes confronté à un problème de taille. Pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, cette période d'adaptation n'est pas seulement quelque chose d'inconscient. Ce ne sont pas des processus qui sont que intuitifs et dont vous n'avez aucune idée. Bien au contraire. Le problème de votre questionnement vient de là, justement. C'est que vous, en étant préparé, en étant en train de vous préparer à cela de manière intellectuelle, eh bien vous êtes déjà dans cette phase-là avant même d'être enceinte physiquement. C'est-à-dire que vous êtes déjà en préparation dans une période d'acceptation de cet embryon comme étant le vôtre avant même qu'il soit là physiquement. Et ça peut poser un réel problème, parce qu'on ne fait pas d'enfants comme cela, naturellement, habituellement. Et que l'image de cet enfant à naître est quelque peu bafouée. D'abord parce qu'il y a, comme je disais, cette troisième tête, ce troisième visage, cette femme que vous connaîtrez peut-être un jour dans le cas du non-anonymat, pardon, ou non, ou pas, si vous avez opté pour un don anonyme. Cette présence physique qui ne vient pas de votre lignée, qui ne vient pas de votre famille, est quelque peu perturbante. Et c'est cette présence-là qui est à l'origine de votre questionnement aussi. Vous savez, dans les années 70-80, Françoise Dolto a passé beaucoup de temps à élaborer la notion de l'image inconsciente de soi. L'image de l'enfant que vous allez porter un jour, l'image de cet enfant est une image complètement inconsciente et elle se forge en vous depuis que vous-même avez été conçu, depuis que vous-même avez été mis au monde. Françoise Dolto dit que l'image de l'enfant, eh bien, est dépendante en quelque sorte de l'image inconsciente de soi. Et l'image inconsciente de soi, qu'est-ce que c'est? C'est l'image que vous avez de vous, qui échappe complètement à la raison et à l'intellect, et qui est un ensemble de vécus émotionnels, l'ensemble de vécus, d'expériences qui a trait à l'environnement également, etc., etc. Je ne vais pas développer car la psychanalyse n'est pas de mon ressort, mais sachez que l'image de cet enfant que vous porterez dépend de l'image inconsciente de soi que vous forgez depuis votre propre conception. Et en cas du don d'ovocytes, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a ce troisième visage et il y a cette cellule
qui est porteuse d'un ADN totalement étranger à vos deux lignées, maternelle et paternelle, et qui fait que vous doutez de votre parentalité, que vous doutez du fait que cet enfant sera le vôtre. C'est comme si vous regardiez un film à la télé, c'est comme si vous regardiez une série télévisée depuis fort longtemps, depuis des années, dans un certain environnement, toujours dans la même position, toujours à la même heure, et que un beau jour, l'acteur principal, celui auquel vous avez été habitué depuis des années, changeait de tête. Ça arrive parfois, hein. Je suis sûre que vous avez regardé soit Santa Barbara, soit d'autres séries télévisées. C'est un effet très 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 connu. On a du mal à s'habituer à la nouvelle tête. On a du mal à voir l'histoire de la même façon. Pourquoi? Parce que ce nouvel être, cet élément perturbateur, le nouveau comédien, dégage quelque chose à quoi on n'a pas été habitué. De nouvelles couleurs, de nouveaux traits, une nouvelle énergie qui font que peut-être, en tout cas on peut le croire, que l'histoire ne sera pas tout à fait la même. Et tout à coup, c'est comme si cette série n'était plus à vous, comme si vous ne pouviez plus la regarder. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, soit on regarde plus, soit on met du temps pour s'habituer à ce nouvel acteur, ce nouveau personnage, soit encore on change peut-être les conditions dans lesquelles on continuera de regarder cette série-là. C'est pareil lorsque vous devez apprendre, lorsque vous devez accepter la participation d'un gène, d'un ADN étranger en vous. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'effectuer un certain travail sur vous si si vous voulez ressentir, considérer que cet enfant sera le vôtre. L'image de votre enfant a pour origine deux histoires. D'abord, c'est votre histoire familiale et ensuite, c'est votre histoire personnelle. Et dans ces deux histoires, il y a de nombreux éléments qui vont conditionner ce dessin que vous ferez de votre enfant. C'est d'abord l'environnement dans lequel vous avez vécu, dont vous venez, dans lequel vous vivez aujourd'hui. C'est ensuite toutes les capacités que vous avez pour le mettre au monde, pour lui transmettre ce que vous souhaitez lui transmettre. Ce sont ensuite des croyances, toutes les croyances de votre famille, des gens qui vous entourent, de vos deux lignées, maternelle, paternelle, et vos propres croyances, les bonnes et les mauvaises, les croyances constructives et les croyances limitantes. C'est ensuite un ensemble de valeurs qui appartiennent à votre famille, mais aussi vos valeurs personnelles. Et c'est enfin le sens que cet enfant donne ou donnera à votre vie. Ce sont toutes les questions que vous pouvez vous poser lorsque vous allez travailler sur cette interrogation qui nous intéresse aujourd'hui.
Évidemment, ça n'est pas facile lorsqu'on est habitué à la génétique et que l'on ne jure que par elle lorsqu'on parle de la paternité, maternité, transmission, etc., la famille en général. Mais ce serait très intéressant que vous puissiez justement effectuer ce travail de cette façon-là. Dans mon cabinet, je vois tous les jours des couples, des femmes, des hommes qui disent, par exemple, si je conçois mon enfant par don d'ovocytes, ça ne sera pas vraiment mon enfant. Il sera un peu à son père, parce que ce sont ses gènes, mais il ne sera pas vraiment à moi. Alors je serai la porteuse de cet enfant, qui ne sera pas tout à fait le mien. Je suis en fond une mère porteuse. Ça, voyez-vous, c'est une croyance. Elle est très très limitante. Il y en a une autre de phrase fréquente. Cet enfant, si je le conçois par don d'ovocytes, il sera forcément moins bien que moi, que nous dans la famille. Parce que moi, j'ai une lignée, j'en ai même deux histoires. Et s'il ne vient pas de ma famille, il sera moins bien que moi. Donc c'est forcément quelque chose que je fais par un enfant par dépit. Pardon. C'en est une autre de croyance limitante. Et puis, une autre encore, un autre cas d'une femme qui m'a dit l'autre jour, si je le fais par don d'ovocytes, mon enfant, eh bien tant mieux, comme ça, il ne sera pas comme moi. Donc il sera mieux que moi, vu comment ils sont dans ma famille, au vu de ce que j'ai traversé au niveau de ma santé, etc., il sera bien mieux. Ça, c'est encore une autre croyance, et pas forcément limitante, mais si quand même. Parce que on peut se demander si ce ne sont pas des formes d'autoflagellation, finalement, d'autosabotage comme ça, pour trouver une raison de finalement ne pas vraiment l'avoir, ne pas vraiment le faire, cet enfant, ou encore se demander si on est la mère qu'il lui faut. Si quelqu'un dit qu'il ne sera pas que heureusement que l'enfant sera du don d'ovocytes parce que moi je ne suis pas quelqu'un de bien, donc d'autres gènes pourront le rendre, si vous voulez, excusez-moi, meilleur que moi. Ça veut dire je ne suis pas bien pour être mère. Ça veut dire je ne le mérite peut-être pas. Ça veut dire que bon, bah, je vais recourir à un ovocyte étranger parce que si moi je ne peux pas en avoir, c'est que je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas faite pour être mère. Il y a mille et une façons de s'auto-saboter dans cette histoire-là. Mais dans toutes les croyances que je viens de prononcer et dans toutes les autres croyances qui sont limitantes, il est intéressant de voir lesquelles vous appartiennent et lesquelles appartiennent aux autres. C'est-à-dire peut-être à votre environnement, peut-être à vos familles, etc., etc. Et c'est très important, il est très important de faire un travail de ménage en quelque sorte pour mettre de l'ordre dans tout cela, dans votre histoire familiale et aussi dans votre histoire personnelle, afin de savoir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas dans cette histoire-là. Parce que voyez-vous, mesdames, messieurs, un enfant, ça ne se fait pas que à partir d'un ADN. Un enfant, c'est l'ensemble de deux ADN, c'est une fusion de deux ADN. C'est la fusion de deux cellules à l'origine de laquelle il y a autre chose qu'un simple ovocyte. Il y a une histoire qui est la vôtre, celle peut-être de votre compagnon également,
Et avant tout, c'est l'histoire d'amour. Votre enfant ne sera qu'un résultat de ce que vous avez désiré pour lui. Justement, en parlant de l'épigénétique, de la génétique, je vous ai déjà parlé de cela l'an dernier, je crois. Vous savez, à l'origine, lors de la conception et les premiers jours qui suivent la conception, c'est-à-dire jusqu'au 10e jour environ, il y a la division cellulaire, il y a la différenciation cellulaire. Et pendant ces étapes-là, il y a près de 3 millions de combinaisons génétiques qui se font. Il y a la fusion des deux génomes et et le nouveau génome, le nouvel ADN traverse ce qu'on appelle la reprogrammation épigénétique. Cela veut dire qu'en fait, que toutes les informations qui sont inscrites dans tous les gènes de ce nouvel ADN, issu d'une fusion de deux ADN, subissent en fait une reprogrammation biologique, chimique. Et cette reprogrammation, cette nouvelle combinaison génétique va se réaliser en fonction de son environnement immédiat. Et qu'est-ce qu'on appelle l'environnement immédiat? C'est tout simplement le ventre maternel. Il y a très peu de temps, j'ai lu un article, une interview avec un généticien allemand qui expliquait de façon très très simple les dernières découvertes de l'épigénétique et qui disait qu'en fait les plus grands changements, les changements épigénétiques les plus intenses se réalisent en 2 ans environ. Ils commencent au moment de la conception, ils perdurent évidemment pendant toute la période de la grossesse, c'est-à-dire les 9 mois, et ensuite jusqu'à la première année du bébé. Ils continuent bien entendu après, toute la vie de l'enfant, mais ils sont les plus intenses durant ces 19-20 mois environ. Et dans ces changements épigénétiques, il y a bien sûr toutes les histoires des maladies, mais il y a aussi tout autre comportement du corps. Il y a le comportement émotionnel, il y a les sensations, il y a l'intellect, il y a toutes les capacités, par exemple la capacité à vivre le bonheur ou la sensibilité à vivre la dépression, etc., etc. C'est très complexe, hein, bien entendu. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, dans le ventre maternel, il se passe énormément de choses. Et que l'enfant que vous porterez sera, enfin, son ADN, issu de deux ADN, va se programmer d'une façon totalement unique. Que chaque être humain qui se forme à l'intérieur d'un utérus est un être totalement unique. Et pour finir, je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas que le début de l'histoire de votre enfant, son histoire ne commence pas avec l'ovocyte, elle commence avec vous. Je vous remercie.